Pour moi, ça a fini, parce que vraiment, on a vu descendre. Hein. Ça ne vous paraissait pas menaçant? Non. Parce que les lumières tout autour s'allumaient. Il y en avait une sur deux qui s'allumait. Alternativement. Ah, oui, voilà. Oui, ça clignotait. 26 mai 75, 3 jeunes femmes, mesdames Galland, Bonville et Lalouette, de Gondrecourt-le-Château, sont témoins d'un fait extraordinaire. Le rapport de gendarmerie précise, ces personnes sont connues pour leur bon sens. On roulait dans la direction de Vouton. Ma belle-sœur nous dit tout d'un coup, regardez dans le ciel, il y a un avion qui va atterrir à Toul. Nous avons regardé l'objet et nous avons vu que ça clignotait. Et aussitôt qu'on a regardé, l'objet s'est braqué, est venu sur nous. Et quand il s'est mis à descendre sur nous assez vite, nous avons vu l'objet était éclairé de plusieurs feux, des oranges et des rouges. L'engin avait l'air rond, avec des clignotants autour. Combien? 5 de chaque côté, admettons 10. Vous avez eu le temps de les compter? Non, mais on imagine à peu près 5 de chaque côté, à peu près. Alors les clignotants étaient jaunes et oranges, et à l'arrière, il y avait juste un gros clignotant rouge qui clignotait, qui restait tout le temps allumé, le rouge. Il restait tout le temps allumé. Il était vraiment fort, celui-là. Mais les autres, ils s'arrêtaient, ils se mettaient en route et ils arrêtaient. Et la couleur de l'engin? L'engin était gris, un métal gris, et sur le dessus, il y avait un espèce de petit houblon. Est-ce qu'il s'est approché de vous, cet objet? Ah oui, ça, alors, il a bifurqué à angle presque droit. Nous, on l'a vu, il est descendu assez rapidement. Il était très près de nous. On a à peu près pensé à 3 mètres au-dessus de nous environ. 3 mètres au-dessus et peut-être 1,5 mètre. Voici l'exemple type du témoignage qui n'a pour se soutenir que la bonne foi des observateurs. On n'est pas forcé d'y croire. Les dessins qui l'illustrent, a-t-il besoin de le préciser, ne constituent pas des preuves. Ils ont été exécutés par nous selon les explications données. C'est vrai, cela ressemble à une mauvaise bande dessinée. Il n'y avait aucun bruit. Cependant, des témoignages de ce genre, il y en a des milliers dans le monde entier. Depuis 1947, l'US Air Force en a répertorié 10 000, le Bureau spatial de l'armée de l'air 2600 depuis 1954. Et puis, il existe des preuves. Ces photographies et toutes celles que vous verrez ici sont authentiques, certaines sont exclusives. Les autorités prennent au sérieux le phénomène OVNI. La gendarmerie a été chargée officiellement de dresser procès-verbal des témoignages. Depuis le 1er janvier 1974, nous connaissons 72 affaires, la majorité étant en Lorraine, 22, et en Champagne, 32. Je crois personnellement que la plupart des personnes sont de bonne foi. Il peut se produire, bien sûr, que le phénomène est une explication scientifique ou naturelle, classique, mais je crois que pour elle, ça a été quelque chose d'anormal, d'exceptionnel, et elle le signale d'une manière tout à fait honnête, et je crois encore une fois objective. Les procès-verbaux rédigés par les unités sont adressés à la direction de la gendarmerie, qui possède d'ailleurs à cet effet un bureau spécialisé, et notre direction les fait parvenir au Centre national d'études spatiales de Toulouse, ceci d'ailleurs depuis quelques mois. Mais toutes les observations ne font pas l'objet d'un rapport de gendarmerie. Ainsi, à Nancy, nous avons retrouvé un jeune homme de 17 ans, Didier Lure, qui non seulement a vu un ovni, mais encore a pu le photographier. Fait troublant, son observation se situe le même jour que celle des 3 jeunes femmes de Gondrecourt. C'était le 26 mai 75. À quelle heure? 19h45. Il faisait déjà nuit, alors? Presque, enfin c'était le crépuscule. Vous l'avez vu par hasard? Tout à fait, oui, je fermais mes volets. Et vous avez eu le réflexe de le photographier, comment ça? C'est-à-dire que mon père m'avait donné récemment un appareil photo, et j'avais une photo prête à prendre. Et je l'avais sur mon bureau. Et en fermant mes volets, j'ai vu quelque chose qui descendait. Alors j'ai sauté sur mon appareil, j'ai eu un réflexe et j'ai pris ça. Je ne savais même pas s'il était dans le cadre de l'appareil.
Combien de temps est-ce que vous avez vu cet objet? Environ 10 à 15 secondes. Et ensuite? Ben, ensuite, il a disparu par là-bas, vers le sud. Et vous n'avez vu ni couleur, et vous n'avez pas entendu de son? Non, aucun bruit. C'était comme un disque noir opaque, sans aucun reflet ni relief. Et en fait, vous ne pensiez pas avoir pris effectivement une photographie de cet engin? Ah non, vous ne l'avez pas pas du tout. développé tout de suite? Non, non, je vais laisser. Je vais développer seulement 3 mois après, à peu près. Et alors, votre réaction? Bah, perplexe, et puis les réactions de mon entourage m'ont un peu déçu, parce que Comment tout le ça? monde me riait au nez, quoi. D'après la photographie fortement agrandie de l'OVNI, voici le dessin que nous en avons tiré. L'entourage de Didier n'a pas cru non plus à cette affaire d'objet volant. L'entourage proche, si. Moi, ma femme, mes parents, si. Ils y ont cru. Mais enfin, j'ai constaté, ne serait-ce que chez les photographes ou chez les gens à qui j'en parlais, énormément d'incrédulité. C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, vous êtes certain de l'authenticité de la photo prise par Didier? Ah ça, absolument. Ça, je réponds de sa sincérité. Et je peux ajouter d'ailleurs que Didier ne possède ni le matériel nécessaire et encore moins les connaissances pour avoir opéré un trucage sur la pellicule, dont d'ailleurs vous avez pu examiner le négatif. Un témoignage extraordinaire, celui de Michel Flouret, gendarme mobile à Revigny-sur-Ornain et photographe amateur. Ce témoignage s'accompagne de preuves, 2 clichés d'OVNI. C'était le 6 juin dernier. Il était environ 21h30 à 22h. Et comme il m'arrive de le faire à la belle saison, lorsque le temps le permet, je sors et je fais des photos nocturnes, toujours à la recherche du cliché insolite. Bien entendu, je ne m'attendais pas à faire une telle observation ce soir-là. J'avais laissé ma voiture environ 500 mètres d'ici et j'ai continué mon chemin à pied. Et c'est alors qu'en sortant du bois ici, j'ai aperçu, premièrement, j'ai aperçu un seul engin, à environ 300 mètres d'altitude dans cette direction. J'ai pu prendre une première photo. Et alors que je prenais ma deuxième photo, les engins sont partis à très grande vitesse, décrivant tout d'abord un genre de S, puis s'élevant à une vitesse incroyable à la verticale. Comment avez-vous effectué votre prise de vue? Vous avez dû être très rapide. Oui, mon appareil était déjà chargé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai ouvert au maximum dès que j'ai aperçu les engins. Et j'ai réglé environ sur entre disons une demi-seconde et un huitième de seconde. Et vous avez eu le temps de viser? Et j'ai eu le temps de viser, oui. Et c'était au moment où j'ai pris la deuxième photo que les engins ont décollé. Enfin, pas décollé puisqu'ils étaient déjà en l'air. Au départ, il m'avait semblé qu'un seul objet était présent, mais c'est au décollage que je me suis aperçu qu'en réalité, il y en avait 2. De quelle couleur était-il? D'un rouge orangé, un halo très lumineux, en dessous, rouge orangé. Oui. Les scientifiques sont par nature sceptiques. C'est votre cas, docteur Maubeuge. Profondément. Je suis imprégné de la méthode scientifique et de l'esprit rationaliste. Quoi qu'on fasse, on en est tributaire. Maintenant, vous êtes convaincu de l'existence d'objets volants non identifiés.
Totalement convaincu, exactement comme un tribunal est convaincu devant un dossier des faits de l'innocence ou de la culpabilité de quelqu'un, de même que dans une expertise judiciaire, j'en fais, mon Dieu, j'en fais même beaucoup, on aboutit à la vérité, on aboutit aux faits, et en son âme et conscience, un juge, un expert, un juré ou un scientifique qui étudie un phénomène doit déposer des conclusions et doit établir les faits, et justement, je suis révolté, je trouve scandaleux que des gens, a priori, imprégnés de cet esprit cartésien, de cet esprit rationaliste, refusent, parce que c'est contraire à ce qu'ils connaissent, aux principes de physique habituels que nous connaissons, refusent d'admettre des phénomènes qui sont par ailleurs établis, prouvés. Il y a engins, on en a d'ailleurs les traces, on en a les contours, et même dans certains cas, ils ont été photographiés. S'il y a effectivement engin, le mystère des ovnis devient un problème de sécurité militaire. Les pilotes de chasse qui sillonnent le ciel 24 heures sur 24 devraient être des témoins privilégiés. Capitaine, depuis combien de temps volez-vous? Depuis 65, c'est-à-dire 12 ans, enfin presque 11 ans maintenant. Avez-vous déjà vu un ovni? Non, jamais, jamais. Est-ce que vous avez des collègues qui ont vu un ovni? À ma connaissance, non, enfin j'en ai jamais entendu parler. Est-ce que les pilotes ont des instructions spéciales au cas où ils verraient des ovnis? Non, enfin disons que le terme ovni n'a jamais été employé dans le travail habituel des pilotes, si vous voulez. Je pense qu'un pilote qui verrait quelque chose, de lui-même rendrait compte, enfin ferait quelque chose, si vous voulez. Mais a priori, il n'y a pas de consigne spéciale. Le terme ovni, officiellement, dans la chasse, n'est pas cité. Pourtant, dans le monde entier, des pilotes, civils et militaires, ont déclaré avoir observé en vol des objets inconnus. Voici une photo prise en septembre 1957 par un pilote d'essai à bord d'un Convair. Sur la photo, cet ovni qui suit un bimoteur militaire au-dessus de la base aérienne Edwards aux États-Unis. La base aérienne de Mesfrescati. L'équipage de ce Nord 262, composé de l'aspirant Aymon, de l'adjudant Auriol et du sergent-chef Moreau, a observé un ovni à la verticale de Gros-Tanquin. C'est l'un des rares témoignages de pilotes signalés en France. Il s'agissait en fait d'un phénomène assez bizarre, enfin assez bizarre au point de vue aéronautique pour nos pilotes, parce que nous n'avons pas l'habitude d'en voir souvent. Il s'agissait d'une lueur qui nous a éclairé le tableau de bord, hein. Elle venait de notre droite, hein, sensiblement au-dessus de nous, et cette lueur nous a surpris, hein. C'est un fait assez inhabituel. Alors il est à préciser que des gens qui se trouvaient en équipage ont pu voir une trajectoire parabolique, hein, un genre d'objet qui tombait dans le ciel ou quoi que ce soit, avec des couleurs différentes. À quelle hauteur étiez-vous? Nous étions à 3500 mètres environ d'altitude. Et cette lueur se trouvait donc au-dessus de vous? Au-dessus de nous, oui, sur la droite. Elle était puissante? Ah oui, assez puissante, oui, un genre de flash, un peu comme une fusée éclairante qui durait 2-3 secondes. Est-ce que d'autres personnes que vous ont observé ce phénomène? Oui, comme je vous l'ai dit, les gens qui étaient avec moi dans l'avion, bien sûr, qui ont vu un peu différemment, puisque moi je n'étais pas en train de regarder dehors. La gendarmerie, comme je vous l'ai dit, un gendarme, vous avez eu le rapport, qui l'a vu. Un avion, je pense un avion civil qui était aux alentours de Strasbourg, c'est-à-dire assez loin quand même. Hein. Bien sûr, l'approche de Metz, enfin la vigie de Metz, qui a vu de visu le phénomène. Et à ma connaissance, c'est tout. Nous avons demandé à Paris Contrôle si le terrain de Gros-Tanquin était actif, enfin pas le terrain, exactement le champ de tir, il y a un champ de tir à côté, pour savoir si ce n'était pas un exercice quelconque avec un envoi de fusée éclairante. Et d'après Paris Contrôle, il n'était pas question que le champ de tir soit actif. Didier Bure, un jeune Nancéien, photographie un ovni évoluant au-dessus de la ville. L'équipage d'un avion observe une lumière fulgurante à 4000 mètres d'altitude, la verticale de Gros-Tanquin. Michel Flouret, gendarme à Rubigny-sur-Ornain, observe et photographie 2 ovnis. 3 jeunes femmes rencontrent un mystérieux engin au-dessus de la route d'Amanti. Grâce aux rapports officiels, l'armée de l'air a centralisé ainsi 2600 observations.
Une première à la télévision, elle ouvre son dossier. Il est possible actuellement de corréler à peu près 80 à 82% des observations faites par des gens tous de bonne foi, très précises, avec des événements que nous appelons aérospatiaux qui sont connus. Il reste à peu près donc 16% de cas où, dans environ 12% des 16% restants, c'est bien technique, mais enfin je crois qu'il faut le dire, il y a un doute, mais une forte préhension pour que ce phénomène soit un phénomène que l'on puisse appréhender comme étant un phénomène connu. Il reste néanmoins environ 4% des cas pour lesquels les chercheurs ou les organismes officiels sont incompétents et ne connaissent pas l'origine. Quelle est la définition de ces cas irréductibles? Eh bien, pour ces cas irréductibles, nous avons pris les précautions, disons, scientifiques, à savoir que parmi les cas que nous estimons crédibles, il faut remplir un certain nombre de critères. Que les témoins soient connus, que le rapport ait été transmis par la gendarmerie, et qu'au moins 2 personnes adultes aient vu ce phénomène. Donc on peut dire que ces 4% de cas restants ne peuvent être corrélés avec aucun phénomène, soit physique, soit aérospatial, connu. Il y a donc une ignorance actuelle de la science à résoudre l'énigme posée. Claude Poher, chercheur au Centre national d'études spatiales, a pu dresser des statistiques globales sur les observations d'OVNI. Elles font apparaître une grande diversité. Les témoins sont des hommes de tous les âges, de toutes les conditions sociales. Les ovnis sont en forme de points, de boules, de cigares, ovoïdes. Leurs dimensions varient de 1 à 70 mètres. Ils sont stationnaires, lents, rapides et pour 12% d'entre eux, supersoniques. 45% de ces ovnis ont des trajectoires défiant les lois aéronautiques. Les autorités soulignent qu'il n'y a pas eu de la part de ces engins signe d'agression ou d'hostilité. La sécurité des populations n'est pas menacée. Les statistiques font aussi apparaître des constantes. Dans le monde entier, les observations se situent dans les mêmes tranches horaires entre 19 et 23 heures. Les pourcentages des observations faites au-dessus des villes et au-dessus des campagnes est identique dans le monde entier. On note cependant dans la plupart des cas une curieuse transparence au radar. Mais notre technologie est-elle adaptée à cette détection? Voici le témoignage exclusif d'un radariste. S'il s'agit par exemple d'un état gazeux, le radar n'aura pas de prise, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de surface réfléchissante. Par contre, s'il s'agit d'une surface métallique, de toute évidence, il y aura un écho sur le radar. Si cette surface métallique, captée par le radar, se déplace horizontalement, il y aura un écho mobile sur le scope. Alors que si un ovni descend, effectivement, il y aura un mouvement, mais vertical, qu'on ne verra pas sur le scope, qui sera identique à, si vous voulez, à un pic de montagne ou à une colline. Est-ce que sur votre écran, vous avez déjà vu quelque chose qui ressemblerait à un ovni? Oui, ça m'est arrivé une fois. Dans quelles circonstances? Alors l'avion faisait donc décollage de Toul, Saint-Dizier, virage au Cap 180 sur Dijon. C'est à ce moment-là qu'il m'est apparu un trafic ici, un plot ici, qui s'avançait comme ça. Alors en fait, ça faisait une trajectoire assez embêtante parce qu'il y aurait pu y avoir éventuellement collision, tandis que je ne savais pas l'altitude. Donc j'ai demandé au pilote de virer comme ceci, l'autre appareil continuant à avancer. Une fois arrivé ici, j'ai demandé au pilote de reprendre son cap initial sur Dijon, tandis qu'il n'y avait plus de danger, et j'ai continué à quand même surveiller ce trafic. Et au tour de balayage suivant, je n'ai plus de contact. Alors j'aurais dû avoir un contact ici, je n'en avais plus. Par contre, j'en avais un ici, le tour d'antenne suivant ici, le tour d'antenne suivant ici. C'est-à-dire j'ai eu 4 plots séparés de 5 nautiques à chaque fois. Une vitesse de quel ordre? Disons, 2000 nœuds, ça fait presque 4000 km à peu près. Et au départ, vous aviez vu cet engin à une toute petite vitesse? C'est ça, tout petit, disons de 150 nœuds, ça fait
300 km/h, un peu moins, quoi. Ce qui vous a intrigué, c'est l'accélération, qui elle n'est pas normale. Exactement, c'est l'accélération. N'importe quel avion aurait été désintégré. Si une civilisation terrestre possédait une telle avance technologique, à savoir se déplacer d'une vitesse pratiquement nulle à une vitesse dépassant 6 fois le mur du son, être imperméable au radar, ne pas être vu par les chasseurs qui assurent la surveillance du ciel, il est fort probable que dans la course aux armements, aucune de ces nations ne serait privée de cette technologie. Et là, je crois que tous les savants, disons, du monde entier s'accordent au moins sur ce principe qu'il est peu probable que ce soit une technologie terrestre. Dans notre Voie lactée, des millions de planètes pourraient être habitables. Les savants l'ont calculé. Et notre galaxie n'est qu'une infime partie de l'immense univers où l'on a déjà dénombré 1 milliard d'autres galaxies. Les chances de la vie sont énormes. Les observations d'humanoïdes sont rares, mais elles existent. Selon certains chercheurs français, il y a eu 200 atterrissages d'OVNI entre 1954 et 1975. 8 de ces cas ont été authentifiés par l'armée de l'air. Ils s'accompagnaient de preuves, empreintes sur l'herbe ou dans la terre, traces de brûlures. Et la science reste muette. C'est vrai, aucun ovni au sol n'a encore été photographié, officiellement aucun débris n'a été retrouvé. Qui est-ce qui étudie scientifiquement en France le problème des ovnis ? Je ne crois à personne. Nous avons, je répète, à l'intérieur du CNES, un homme qui s'y intéresse et qui en fait une étude statistique. On ne peut pas dire qu'une étude statistique, c'est une étude scientifique, mais qui n'emploie pas tous les moyens disponibles. Si on voulait étudier le phénomène sur le plan scientifique, il faudrait de très gros moyens. Et nous ne considérons pas actuellement que les objectifs de la recherche spatiale nous amènent à mettre ces moyens, parce que si nous les mettions là-dedans, nous ne les mettrions pas dans autre chose. Et je répète, le CNES est essentiellement un fournisseur de moyens, il s'appuie sur les laboratoires scientifiques. Et actuellement, il n'y a pas de laboratoire scientifique en France qui veuille s'y intéresser, je dirais même qu'il y a un certain ostracisme vis-à-vis de ce phénomène. Nous avons une position beaucoup plus ouverte, mais nous ne pouvons pas obliger les scientifiques à faire des recherches qu'ils ne veulent pas faire. On peut donc penser qu'en France, il n'y a pas scientifiquement de structure qui s'occupe du phénomène OVNI. C'est certain. La science porte-t-elle des œillères? Vous savez, la science a toujours porté des œillères. Il y a toujours eu une certaine direction privilégiée, et puis il y avait des choses qu'on laissait tomber. Alors, de temps en temps, ces choses-là revenaient à la surface un peu plus tard, et à ce moment-là, la science s'y intéressait. Quelquefois, même, ce sont des directions qui ont été perdues à jamais. Mais actuellement, nous regardons la question avec beaucoup de prudence. Les spécialistes de la recherche spatiale souhaiteraient que nous prenions parti sur un plan négatif. Nous n'avons pas souhaité le faire. Je crois qu'il faut que nous montrions qu'en tant que Centre national du spatial, nous sommes ouverts à tous les phénomènes et que nous n'avons pas peur de la vérité. Pour moi, ça a tenu, parce que vraiment, on l'a vu descendre. Hein. Ça ne vous paraissait pas menaçant? Non. Parce que les lumières tout autour s'allumaient. Il y en avait une sur deux qui s'allumait. Alternativement? Ah, ça, oui, voilà. Oui, ça clignotait.
26 mai 75, 3 jeunes femmes, mesdames Galland, Bonville et Lalouette, de Gondrecourt-le-Château, sont témoins d'un fait extraordinaire. Le rapport de gendarmerie précise, ces personnes sont connues pour leur bon sens. On roulait dans la direction de Vouton. Ma belle-sœur nous dit tout d'un coup, regardez dans le ciel, il y a un avion qui va atterrir à Toul. Nous avons regardé l'objet et nous avons vu que ça clignotait. Et aussitôt qu'on a regardé, l'objet s'est braqué, est venu sur nous. Et quand il s'est mis à descendre sur nous assez vite, nous avons vu l'objet était éclairé de plusieurs feux, des oranges et des rouges. L'engin avait l'air rond, avec des clignotants autour. Combien? 5 de chaque côté, admettons 10. Vous avez eu le temps de les compter? Non, mais on imagine à peu près 5 de chaque côté, à peu près. Alors les clignotants étaient jaunes et oranges, et à l'arrière, il y avait juste un gros clignotant rouge qui clignotait, qui restait tout le temps allumé, le rouge. Il restait tout le temps allumé. Il était vraiment fort, celui-là. Mais les autres, ils s'arrêtaient, ils se mettaient en route et ils arrêtaient. Et la couleur de l'engin? L'engin était gris, un métal gris, et sur le dessus, il y avait une espèce de petit houblon. Est-ce qu'il s'est approché de vous, cet objet? Ah oui, ça, alors, il a bifurqué à angle presque droit. Nous, on l'a vu, il est descendu assez rapidement. Il était très près de nous. On a à peu près pensé à 3 mètres au-dessus de nous, environ. 3 mètres au-dessus et peut-être 1,5 mètre. Voici l'exemple type du témoignage qui n'a pour se soutenir que la bonne foi des observateurs. On n'est pas forcé d'y croire. Les dessins qui l'illustrent, a-t-il besoin de le préciser, ne constituent pas des preuves. Ils ont été exécutés par nous selon les explications données. C'est vrai, cela ressemble à une mauvaise bande dessinée. Il n'y avait aucun bruit. Cependant, des témoignages de ce genre, il y en a des milliers dans le monde entier. Depuis 1947, l'US Air Force en a répertorié 10 000, le Bureau spatial de l'armée de l'air 2600 depuis 1954. Et puis, il existe des preuves. Ces photographies et toutes celles que vous verrez ici sont authentiques, certaines sont exclusives. Les autorités prennent au sérieux le phénomène OVNI. La gendarmerie a été chargée officiellement de dresser procès-verbal des témoignages. Depuis le 1er janvier 1974, nous connaissons 72 affaires, la majorité étant en Lorraine, 22, et en Champagne, 32. Je crois personnellement que la plupart des personnes sont de bonne foi. Il peut se produire, bien sûr, que le phénomène est une explication scientifique ou naturelle, classique, mais je crois que pour elle, ça a été quelque chose d'anormal, d'exceptionnel, et elle le signale d'une manière tout à fait honnête, et je crois encore une fois objective. Les procès-verbaux rédigés par les unités sont adressés à la direction de la gendarmerie, qui possède d'ailleurs à cet effet un bureau spécialisé, et notre direction les fait parvenir au Centre national d'études spatiales de Toulouse, ceci d'ailleurs depuis quelques mois. Mais toutes les observations ne font pas l'objet d'un rapport de gendarmerie. Ainsi, à Nancy, nous avons retrouvé un jeune homme de 17 ans, Didier Lure, qui non seulement a vu un ovni, mais encore a pu le photographier. Fait troublant, son observation se situe le même jour que celle des 3 jeunes femmes de Gondrecourt. C'était le 26 mai 75. À quelle heure? 19h45. Il faisait déjà nuit, alors? Presque, enfin c'était le crépuscule. Vous l'avez vu par hasard? Tout à fait, oui, je fermais mes volets. Et vous avez eu le réflexe de le photographier, comment ça? C'est-à-dire que mon père m'avait donné récemment un appareil photo, et j'avais une photo prête à prendre. Et je l'avais sur mon bureau. Et en fermant mes volets, j'ai vu quelque chose qui descendait. Alors j'ai sauté sur mon appareil, j'ai eu un réflexe et j'ai pris ça. Je ne savais même pas s'il était dans le cadre de l'appareil. Combien de temps est-ce que vous avez vu cet objet? Environ 10 à 15 secondes. Et ensuite?
Mais ensuite, il a disparu par là-bas, vers le sud. Et vous n'avez vu ni couleur, et vous n'avez pas entendu de son? Non, aucun bruit. C'était comme un disque noir opaque, sans aucun reflet ni relief. Et en fait, vous ne pensiez pas avoir pris effectivement une photographie de cet engin? Ah non, vous ne l'avez pas du tout. développé tout de suite? Non, non, je vais laisser. Je vais développer seulement 3 mois après, à peu près. Et alors, votre réaction? Bah, perplexe, et puis les réactions de mon entourage m'ont un peu déçu, parce que Comment tout le ça? monde me riait au nez, quoi. D'après la photographie fortement agrandie de l'OVNI, voici le dessin que nous en avons tiré. L'entourage de Didier n'a pas cru non plus à cette affaire d'objet volant. L'entourage proche, si. Moi, ma femme, mes parents, si. Ils y ont cru. Mais enfin, j'ai constaté, ne serait-ce que chez les photographes ou chez les gens à qui j'en parlais, énormément d'incrédulité. C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, vous êtes certain de l'authenticité de la photo prise par Didier? Ah ça, absolument. Ça, je réponds de sa sincérité. Et je peux ajouter d'ailleurs que Didier ne possède ni le matériel nécessaire et encore moins les connaissances pour avoir opéré un trucage sur la pellicule, dont d'ailleurs vous avez pu examiner le négatif. Un témoignage extraordinaire, celui de Michel Flouret, gendarme mobile à Ruvigny-sur-Ornain et photographe amateur. Ce témoignage s'accompagne de preuves.